3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez super bien en ce samedi. Moi c'est la forme parce qu'on va parler d'un joueur qui me hype. Et je suis pas le seul apparemment. Luka Doncic en mode coast to coast. Le Slovène est un talent générationnel, personne n'a aucun doute à ce propos. Son sens du basket est juste fou, et ce qu'il fait à 23 ans est déjà légendaire. Malheureusement actuellement, les résultats collectifs des Mavericks ne suivent pas, et le début de saison est très compliqué. Autour de Doncic, toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-il trop mal entouré? N'implique-t-il pas assez ses coéquipiers? On voit clairement que parmi les observateurs, deux clans se dessinent bien souvent. Cependant, moi je suis de la team qui pense que rien n'est jamais tout blanc, ou tout noir, et qui pense que pour répondre à cette question, il va falloir prendre en compte tout plein d'éléments. Voilà pourquoi aujourd'hui on va se pencher là-dessus, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Luka Doncic doit-il changer son jeu pour gagner ? Allez, pour commencer, histoire de planter le décor, on va brièvement revenir sur son parcours à Luka, depuis qu'il a rejoint la NBA. Choisi avec le pick 3 de la draft 2018, alors qu'on aurait pu potentiellement l'imaginer plus haut, il fut directement transféré d'Atlanta à Dallas, en échange de Trae Young notamment. Chez les Mavs, on croyait en lui pour devenir l'une des pièces maîtresses de la franchise dans un avenir proche, et force est de constater aujourd'hui qu'a priori, le front office ne s'est pas trompé. Dès sa première saison, le Slovène réalisait des triples-doubles, des performances à 30 points ou plus, et son talent crevait les yeux. Bon, les Mavs ne remportèrent que 33 matchs cette saison-là, et évidemment, ils ne firent pas les playoffs, mais là, ils pouvaient en être sûrs, avec Luka Doncic, il venait de mettre la main sur une pépite. Bien sûr, d'abord, il participa aux Rising Stars, mais ensuite, plus impressionnant, il fut élu Rookie de l'année à l'unanimité des votants. Avec ses stats déjà hors du commun lors de cette saison 2018-2019, il devint le seul rookie de l'histoire avec Oscar Robertson, Michael Jordan, LeBron James et Tyreke Evans à terminer sur des stats supérieures à 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Autant dire que déjà, le concernant, ça annonçait du très lourd. Surtout que juste après ça, sa saison sophomore fut celle de l'explosion totale. D'un coup, il a complètement fait flamber les chiffres, passant de 21 points de moyenne par match à quasiment 29 unités. En battant des records de précocité, il obtint logiquement sa première sélection All-Star, et surtout cette fois-ci, en guidant les Mavs vers une saison à 43 wins, il put participer pour la première fois de sa carrière dans la bulle au playoff NBA, où les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George l'attendaient de pied ferme. Le mec, déjà en tant que sophomore, faisait partie des 3 candidats principaux pour le trophée de MIP. Il était dans le top 5 MVP, alors évidemment que les Clippers avaient pour projet de lui mener la vie dure. Bon, cette première expérience de playoff prit rapidement fin puisque les Clippers s'imposèrent en 6 matchs, mais le Slovène, encore une fois, avait fait très forte impression. En tournant à 31 points d'rebond et 9 passes sur cette campagne de post-season, il put montrer au monde entier que déjà à peine 20 ans, il n'était pas loin de faire partie du gratin de la ligue en termes de talent et de polyvalence. Son match 3 à 43 points, 17 rebonds et 13 passes décisives, rien que ça avait juste ébloui toute la planète. Pour sa 3e année, même scénario, Luka ne déçoit absolument pas individuellement. D'un point de vue statistique, il continue sur sa lancée, les Mavericks obtiennent la 5e place de l'Ouest, mais une fois que les playoffs arrivent, même topo. Cette fois-ci, malgré des perfs encore plus hallucinantes, des shoots clutch et une moyenne de quasi 36 points par match, il termine meilleur scoreur de la post-season et pousse les Clippers jusqu'à un match 7, une dinguerie. Son intelligence de jeu également et la façon qu'il a eu de mettre ses adversaires en difficulté en ciblant Zubac était juste remarquable. Bon, ça ne lui a toujours pas permis de passer un tour, mais quand même, là, il devenait impossible de ne pas reconnaître au moins un minimum son génie. En étant élu à nouveau dans la All-NBA First Team, il fut le premier joueur depuis Tim Duncan à obtenir 2 fois cette distinction dans ses 3 premières saisons. C'est fort, très fort. Là on arrive à l'été 2021 et Dallas décide de changer de coach. Ce sera maintenant au tour de Jason Kidd de tenter de pousser Luka vers les sommets. Le Slovène signe une extension énorme à plus de 200 millions, est à nouveau élu All-Star et monte en puissance tout au long de la saison pour encore une fois terminer dans ses standards exceptionnels de 28 points, 9 rebonds et 9 passes décisives de moyenne dans une team de Dallas qui termine 4e à l'Ouest. Là on arrive au moment des playoffs et l'équipe texane a de l'espoir. Cette fois-ci, elle va éviter sa bête noire, les Clippers, et plutôt affronter une équipe du Jazz qui, elle, est en passe d'imploser. Problème, blessé, Doncic manquera les 3 premiers matchs de la série. Heureusement, pendant ce temps-là, Jalen Brunson assure et ça permet à Dallas de prendre les devants. À son retour, à son tour, Luka prend les choses en main, permet aux siens de sortir le Jazz, puis même de sortir les Suns dans un duel de trash talk devenu épique avec Devin Booker, avant d'échouer sur la dernière marche avant la finale face aux futurs champions, les Warriors. Il s'agissait du plus long parcours de Dallas depuis le titre obtenu en 2011 et évidemment, tout le monde s'enflamme pour cette équipe, et surtout pour Luka. L'arrière termine une nouvelle fois meilleur scoreur de la post
post-season, et malgré quelques failles que les Warriors ont bien su exploiter en finale de conférence, ce parcours vécu par les Mavericks était ultra positif et ultra prometteur. Le souci, cependant, on s'en rend compte, c'est que l'équipe semblait vraiment trop dépendante de Doncic. L'attaque, beaucoup basée sur l'isolation, était souvent stéréotypée, et le jeu offensif des Mavs en devenait prévisible. En parallèle, le Slovène possédait des failles en défense qui, à ce niveau de la compétition, pouvaient être rédhibitoires, tant il avait été ciblé par les Warriors. La marge de progression était donc réelle, mais ce que l'on retiendra tout de même, c'est que ce soit individuellement ou collectivement, sur ses 4 premières saisons en NBA, Doncic, à nouveau élu en First Team cette année-là, a constamment passé des étapes. À 23 ans, il n'y avait aucune raison pour que cela cesse, voilà pourquoi, à l'aube de la saison 2022-2023, l'espoir et l'enthousiasme étaient de mise parmi les fans texans. Et là, ça tombe bien, sur cette campagne actuellement en cours, Luka Doncic a montré à quel point individuellement il était un sacré crack. Over-responsabilisé, il est juste en train de nous livrer des stats d'une lourdeur démentielle. Le mec, qui tourne pour l'instant à plus de 32 points par rencontre, n'a juste jamais autant scoré dans sa carrière. En parallèle, il est passé sous la barre des 4 balles perdues pour la première fois depuis sa saison rookie. À côté de ça, ses pourcentages sont toujours excellents, et Luka compile plus de 8 rebonds et 8 passes par match. Vous commencez à comprendre à quel point c'est un zinzin. Le mec joue juste, il joue propre, et en 1 contre 1, personne ne semble capable de l'arrêter. Déjà, limiter, c'est une bonne chose de fait quand on y arrive. Sur une grosse vingtaine de rencontres, 5 fois déjà, il a atteint ou dépassé la barre des 40 pions. Sur ses 9 premiers matchs, jamais il n'était descendu en dessous des 32. Et là, lundi soir, pour la première fois de la saison, après une série de 51 matchs de suite, il passait en dessous des 20 en raison de son exclusion dans le 3e quart. Déjà, sur cet exercice, il a à son compteur 6 triples-doubles. Et c'est simple, à Dallas, toute l'attaque passe par lui. Pour résumer, pour le moment, il est le meilleur scoreur, le meilleur rebondeur, le meilleur passeur et le meilleur intercepteur de sa team en ce début de saison. Encore plus fou, il marque quasiment le double de points de Christian Wood, qui est le 2e meilleur scoreur des Mavs pour le moment. C'est une vraie dinguerie. Le Slovène cumule un sens du panier et une intelligence offensive qui font de lui un attaquant élite, mais élite de chez élite. Malgré son manque de qualité athlétique, il compense avec son cerveau, ses appuis, ses feintes et son QI basket. Et le plus fou, c'est que chaque saison, ça semble de plus en plus incroyable en termes de développement, ce qu'il montre. Balle en main, il est peut-être déjà, à seulement 23 ans, l'un des attaquants les plus giftés que la planète basket n'ait jamais vu, rien que ça. Et cet impact individuel, évidemment, il se remarque dans l'usage notamment. En regardant les stats avancées, on se rend vite compte, en voyant qu'il porte la balle pendant 37% du temps des possessions offensives, qu'il est le joueur le plus utilisé de la ligue, juste derrière Giannis Antetokounmpo. Cependant, le pace des Mavericks étant bien plus bas que celui des Bucks, Dallas étant l'équipe en NBA qui joue plus lentement après Cleveland, il devient clair qu'en termes de durée, Doncic est, et de loin, le joueur qui porte le plus la balle dans la grande ligue. Et ça, c'est vrai qu'il suffit de regarder jouer l'équipe pour s'en rendre compte. En moyenne, il conserve la balle pendant 10 secondes par possession, soit une de plus, ce qui est beaucoup dans ce domaine, que James Harden, qui est 2e dans ce classement. Souvent, Luka est celui qui monte la balle, puis il la garde de longs moments en dribblant pour prendre la décision qui lui semble la plus adaptée. C'est aussi pour ça que Dallas a l'un des paces les plus bas de la ligue. En fait, souvent, il arrive qu'aucun de ses coéquipiers ne touche la gonfle sur une action, et s'ils le font, c'est souvent en bout de chaîne pour sanctionner, soit en catch and shoot, soit après un cut. Non, il n'y a pas besoin d'être un fin connaisseur pour se rendre compte qu'absolument toute la création des Mavericks passe par Luka, c'est juste une évidence. Jusque-là, pas de soucis, me direz-vous, Doncic est un attaquant exceptionnel, un joueur générationnel, un énorme talent, c'est donc tout à fait normal qu'il garde autant la gonfle sur chaque possession. Perso, je peux être assez d'accord avec ça, mais ce qui m'inquiète un petit peu, en parallèle de ce constat, c'est le bilan collectif de Dallas depuis le début de la saison. Une équipe peut-elle s'imposer sur la durée avec un joueur autant ball dominant que Doncic, même si le basket est probablement le sport le plus individuel des sports collectifs, eh bien la question mérite d'être posée. Alors que jusque-là, on avait vu des Mavericks constamment progresser autour de Doncic, cette saison, en tout cas jusque-là, montre un coup d'arrêt dans cette ascension. Quand on attendait une confirmation suite à la finale de conférence de l'an dernier, pour le moment il n'en est rien. Au moment où je tourne cette vidéo, les Mavs, si la saison s'arrêtait, ne seraient même pas qualifiés pour le play-in. Ils ne sont même pas dans le top 10 de l'Ouest, un désastre. Et le pire, c'est que plus la saison avance, plus les défaites s'enchaînent. Même si Doncic a loupé 2 rencontres en décembre, les victoires se font de plus en plus rares, et c'est normal, les fans commencent à douter. Après, en termes d'offensive rating et de defensive rating, c'est pas non plus catastrophique, vu qu'à chaque fois, les Mavericks se retrouvent dans le top 12 de la ligue. Cependant, c'est plutôt le bilan collectif général, bien sûr la chose la plus importante, qui compte le plus en fin de saison, mais aussi la gestion de certaines fins de match qui peuvent amener vraiment à s'inquiéter. Comme on le disait, l'attaque des Mavericks est non seulement l'une des plus lentes de la NBA, mais en comptant autant sur Doncic, elle est aussi l'une des plus prévisibles. C'est sur ces aspects que Jason Kidd a du taf a priori, et même s'il reste encore beaucoup de temps pour redresser la barre, ce serait bien quand même de ne pas trop traîner.
Jusque-là, même s'il n'y a encore rien de cataclysmique, et que dans cette conférence Ouest plus ouverte que jamais, quelques victoires suffiraient pour sortir la tête de l'eau, il est quand même impossible de se voiler la face et d'ignorer les difficultés des Mavs. Alors du coup, les problèmes, quels sont-ils, et comment les résoudre? Le premier, que l'on entend souvent, concerne le supporting cast de Doncic. J'avais déjà sorti une vidéo pour expliquer à quel point, selon moi, le joueur slovène était difficile à entourer, mais là aussi, force est de constater qu'à ses côtés, il manque aussi un petit peu de talent. L'an dernier, à côté de Doncic, on avait un Jalen Brunson qui pouvait le relayer à la création, et apporter un danger supplémentaire. Bon, l'attaque des Mavs était toujours aussi stéréotypée, avec toujours beaucoup d'ISO, et parfois, pour schématiser, plutôt que de jouer ensemble, les deux arrières jouaient plutôt chacun à leur tour. N'empêche que grâce à Brunson, depuis parti Onyx, les défenses ne pouvaient pas se contenter de seulement se focus sur Luka en tant que porteur de balle. Là, cette saison, on a Spencer Dinwiddie, qui a intégré le starting 5 et qui essaye d'assumer ce rôle. Pourquoi pas, mais du coup ça laissait un trou sur le banc, alors on a Kemba Walker, qui vient d'arriver, et qui déjà a montré certaines choses plutôt intéressantes au scoring. Mais est-ce que ces deux présences suffisent complètement pour permettre à Luka de souffler un peu? J'ai bien peur que non. Les deux joueurs sont des scoreurs, c'est vrai, et ils peuvent dépanner, c'est déjà ça, mais ce qui manque, à mes yeux, c'est un certain liant entre tous ces gars. Jouer en ISO c'est bien, briller en 1 contre 1 ça permet de mettre des points, mais défensivement pour les adversaires c'est bien plus simple de s'adapter en mettant un gros joueur sur le porteur ou en exerçant des prises à deux. C'est un peu le b.a-ba du basket, une défense est bien plus en difficulté quand la balle circule. Même si ça peut s'expliquer avec leur tempo peu élevé, voir que les Mavericks font partie du top 3 des équipes qui font le moins de passes décisives dans toute la ligue, ça met quand même la puce à l'oreille. Pour le moment, ok, sur les lignes arrières, on a quelques scoreurs qui peuvent prendre le relais de Luka, mais qui va organiser le jeu? Qui va apporter en termes de playmaking et de création? Là, c'est quand même plus dur. Puis de toute façon, on en parlera plus tard, c'est tellement difficile d'enlever le ballon des mains de Luka que personne non plus n'a vraiment l'occasion d'exercer ce rôle, et c'est problématique. Pour moi, ça c'est le point de départ qui explique la complexité d'entourer le Slovène sur les lignes arrière. Là, les adversaires ont compris, ils essaient de rester collés à lui, ils switchent au maximum, ils envoient des prises à deux, un maximum de corps et de profils différents sur Doncic, et lui, au fur et à mesure que le match avance, normal, il se fatigue. La technique est bonne, elle est surutilisée par les adversaires de Dallas cette saison, et ils auraient tort de s'en priver. Après, voilà aussi plusieurs années qu'on réclame un intérieur de qualité pour jouer avec Luka, notamment sur pick and roll. Et là, encore une fois, je vais être honnête, je trouve que le schmilblick n'est pas forcément si simple que ça à résoudre. Là, nous avons un Christian Wood qui est arrivé, mais pour le moment, Kidd préfère l'utiliser en sortie de banc. À côté de ça, c'est assez pauvre avec un Javal McGee sur qui on comptait beaucoup, et qui jusque-là n'est que l'ombre de lui-même, et un Dwight Powell qui fait ce qu'il peut en tant que starter, mais qui possède de vraies limites. Là, à Dallas, on a un petit peu tous les profils d'intérieur qui existent, j'ai l'impression, mais aucun ne correspond parfaitement au jeu de Doncic. Wood est un pivot créateur, mais peut-être a-t-il besoin trop de la balle pour exister avec Luka, et c'est peut-être pour ça que Kidd l'utilise en sortie de banc. Maxi Kleber peut s'écarter, il ouvre des espaces dans la raquette, c'est intéressant, mais parfois son adresse est sur courant alternatif et il n'est pas du tout un expert du pick and roll. Javal McGee, lui, peut jouer le rôle du rim runner, mais avec le tempo au ralenti des Mavs et son âge qui avance, il a du mal à trouver sa place dans cet effectif jusque-là. Enfin, comme je l'ai déjà expliqué, Dwight Powell est peut-être selon moi celui qui fit le mieux avec le jeu du Slovène, mais le souci c'est qu'il n'est pas assez dominateur. Est-ce que vous commencez à capter à quel point c'est un casse-tête d'entourer un tel talent ? Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est facile pour Mark Cuban, loin de là, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a et avec le peu de finances disponibles. Surtout qu'en plus de ça, alors qu'on a toujours dit qu'autour de Luka il fallait des 3&D qui performent, ces derniers, pourtant présents à Dallas, ne réussissent pas du tout leur début de saison. Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr. et Reggie Bullock sont tous en grande difficulté avec leurs tirs, et ça c'est évident que ça n'aide pas Dallas. Si quand Luka ressort la balle, ceux-ci ne mettent pas dedans, ça permet encore plus facilement aux défenses adverses de ne se concentrer que sur le Slovène. Et là forcément, on le sent, plus la saison avance et plus il s'épuise, j'ai l'impression, notamment avec les 2 étés super occupés qu'il vient de vivre avec l'équipe nationale slovène. Donc ouais, ce n'est pas facile, non seulement il faut trouver les bonnes pièces, mais en plus de ça, évidemment, il faut qu'elles performent, toutes seules, mais aussi ensemble. Après, c'est sûr que depuis le début de sa carrière, Luka n'a pas eu la chance d'avoir le supporting cast que d'autres stars ont eu, elles, de leur côté. Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, Christian Wood, voici peut-être les noms des meilleurs coéquipiers avec lesquels a pu jouer Luka depuis son arrivée en NBA, et avouons que ça ne casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais en contrepartie, n'est-ce pas aussi le propre d'une superstar d'arriver aussi à augmenter le niveau de jeu de tous ses coéquipiers, quels qu'ils soient, quand ils partagent le terrain avec elle? La question se pose. Du coup, pour essayer d'analyser tout ça, parlons un petit peu du jeu de Luka Doncic. Comment peut-il réellement se définir? Sauf que avant d'aborder ça, les habitués connaissent, j'ai une question essentielle à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Et si oui, avez-vous bien pensé à mettre le pouce bleu en bas de cette vidéo? Si ce n'est pas le cas et que vous aimez mon contenu, je vous invite vivement à le faire. Ça apporte
énormément de force et de visibilité aussi sur YouTube. Là, pendant la Coupe du Monde, vous le savez, ça a été un petit peu en stand-by les vues sur YouTube. Mais maintenant que le mondial est terminé, je compte sur vous pour aider la machine à se relancer et m'aider à tout aller exploser. Mais après ce message de la plus haute importance, revenons au jeu de notre petite pépite, et s'il y avait une définition de l'expression Hero Ball dans le dictionnaire, elle se trouverait probablement sous le nom de Luka Doncic. Je ne vais pas revenir sur son usage impressionnant, ou sur à quel point il est ball dominant, tout ça on l'a déjà illustré plutôt, mais ce qui est certain, c'est que si on veut définir le jeu de Luka Doncic, on parle d'abord d'isolation. Si certains joueurs élites comme Stephen Curry par exemple peuvent à la fois scorer en 1 contre 1 mais aussi profiter du mouvement du ballon et des écrans pour se démarquer et sanctionner un catch and shoot, ce n'est pas le cas de Luka, qui absolument jamais n'est utilisé dans ces situations. C'est simple, des tirs sans avoir dribblé avant, il n'en tente même pas un seul par match, ce n'est pas du tout son jeu. Avez-vous déjà vu un Luka sans le ballon, courir, se démarquer, sortir derrière un écran et prendre un tir pour sanctionner? Moi j'en ai pas le souvenir, ou alors très rarement. Maintenant, encore une fois, la même question revient, est-ce que c'est parce que personne ne peut porter la balle pendant qu'il se démarque, ou alors c'est qu'il ne sait pas faire? Eh bien je pense qu'il y a un peu des deux. J'entends parfois dans la bouche de certaines personnes que c'est de la prétention de garder autant la balle et de vouloir autant jouer au super-héros, mais faut être conscient que depuis qu'il a 14 ans, c'est la superstar de son équipe. Depuis qu'il joue au basket, tout passe par lui, toujours il a eu la balle entre les mains, et jamais on ne lui a demandé de jouer un autre rôle, et en vrai ça se voit. Lorsque l'un de ses coéquipiers porte la gonfle, souvent le Slovène est inoffensif, et plutôt que de se libérer, soit il attend au périmètre, soit il appelle la balle, en restant immobile. Est-ce que c'est un problème? Oui, je pense, car d'un coup, l'attaque de Dallas a forcément besoin que Doncic ait la balle entre les mains pour proposer quelque chose et performer. Maintenant là-dessus, je ne veux pas totalement lui jeter la pierre non plus, c'est aussi à Jason Kidd de lui imposer ça. Si effectivement personne ne demande à Luka de se démarquer ou de jouer off-ball, et qu'en parallèle, il plante quand même 30 pions tous les soirs, pourquoi changerait-il son jeu? Eh bien pour gagner des matchs, pardi. Là, il n'est pas rare de voir les défenses adverses trapper le Slovène, à 2, voire même à 3 pour le forcer à se débarrasser du ballon plus vite que prévu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit on a un shoot direct, avec une réussite aléatoire, soit on a des dribbles d'attente qui permettent à la défense de se resituer, le temps de pouvoir redonner la balle à Doncic. Les porteurs de balles ne semblent pas assez en confiance pour créer, et de toute façon, je n'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on leur demande. En schématisant, de toute façon, c'est ce que je disais, soit on leur demande de shooter immédiatement, soit on leur demande de rendre la gonfle à Luka, et évidemment que ça rend l'équipe bien plus facile à défendre malgré tout le talent balle en main du Slovène. Les Mavericks, je pense, ont besoin de beaucoup plus de variété dans leur jeu offensif. Les adversaires ont compris, ce qu'ils veulent, c'est obliger le Slovène à remporter le match tout seul, grâce à des exploits, tout en essayant de le fatiguer au maximum, et en le mettant au maximum en difficulté balle en main, en envoyant tout plein de corps ou tout plein de monde sur lui, comme je disais plus tôt. Ça fonctionne. Bon, bien sûr, avec son talent gigantesque, il arrivera bien souvent à quand même trouver des solutions pour attaquer le cercle, ou pour pouvoir aller chercher des points faciles sur la ligne des lancers francs, c'est fort. Mais si pendant tout le match, tu fais en sorte de défendre fort et de le laisser au maximum rester derrière la ligne à 3 points, t'as déjà fait la moitié du taf, surtout si ses coéquipiers autour ne sont pas en confiance. Je pense donc que cette modification du plan de jeu offensif de Dallas, qui me semble nécessaire, passera obligatoirement par plus d'utilisation de Luka off-ball. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, je ne suis pas sûr que ce soit près d'arriver. Non seulement pour ça, il faudra des joueurs qui peuvent porter la gonfle sereinement, mais il faudra aussi que Jason Kidd le demande, que Luka l'accepte, et surtout qu'il arrive à le faire, quand chez lui ce n'est absolument pas naturel. Ça en fait des conditions à réunir, et pour le moment, Dallas ne paraît pas prêt à ça. Donc ouais, sur ces aspects, je pense que Luka aurait tout intérêt à faire évoluer son jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple et que ça ne semble pas être la tendance actuelle dans le Texas. On pourrait se dire que c'est bien dommage tout ça, qu'il pourrait se mettre un coup de pied au cul le Slovène, mais moi je me dis aussi que tout n'est clairement pas que de sa faute. Bah ouais, Doncic a bien sûr sa responsabilité, mais Jason Kidd, avec le jeu offensif qu'il prône, Mark Cuban, avec l'effectif qu'il a construit, mais aussi ses coéquipiers, qui ont tendance à trop le regarder jouer, sont également fautifs, il faut en être conscient. Maintenant, est-ce qu'il faut être fataliste et se dire que ça n'arrivera jamais? Non, je rappelle que le joueur n'a que 23 ans. De plus, il est un bosseur, un compétiteur, qui a déjà montré qu'il était capable de gommer certains défauts et travailler sur certaines failles. Vous vous rappelez comment, en début de vidéo, je disais que sa défense de l'an dernier en playoff était rédhibitoire? Eh bien, dans ce domaine, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'en est rendu compte. Non seulement il a assumé ses faiblesses dans son discours, mais en plus, il a mis les mots en application, et cette saison, ses progrès défensifs sont visibles. Aujourd'hui, je trouve qu'il défend avec plus d'énergie, plus d'envie, et surtout plus de sérieux, même si, du coup, en parallèle, ça le fatigue d'autant plus, comme s'il en avait besoin. Mais quand avant on pouvait lui reprocher de réserver seulement son énergie sur le jeu offensif, aujourd'hui ce n'est plus le cas, je ne suis plus d'accord avec ce constat. Ça se voit qu'il taffe en amont, qu'il est plus attentif aux tendances de ses vis-à-vis, qu'il essaye de les coller au maximum, tandis que sa façon de se placer sur les lignes de passe est toujours très bonne. Après attention, on ne va pas s'enflammer non plus, et je ne suis pas non plus en train de dire qu'il va être candidat pour le Depoy. Restons tranquilles, restons lucides. Néanmoins, désormais, il a au moins le mérite de faire ce qu'il faut, de faire le minimum, et même de faire plus, et ce genre de progrès, j'aimerais voir les mêmes
même dans la suite de sa carrière sur le jeu off-ball également. Et le truc en plus, c'est qu'il en est peut-être déjà capable. Au vu de son QI basket, on se dit que ça, il doit comprendre, il doit pouvoir le faire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on ne l'a jamais vu faire ça, il en a ni l'habitude, ni l'occasion, et peut-être que pour que ça s'améliore tout ça, il faudra un autre plan de jeu, ou de nouveaux coéquipiers. Mais au-delà de ça, une autre question se pose. Luka produit des chiffres dignes d'un MVP cette saison, et l'an dernier, ça a permis à ces Dallas Mavericks d'aller jusqu'en finale de conférence. Alors pourquoi vouloir tout changer absolument? Eh bien justement parce que le basket est un sport collectif, et il suffit de regarder les derniers champions ces dernières années pour se rendre compte qu'on ne gagne que très rarement seul. Je l'évoquais plus tôt, une superstar, en plus de briller individuellement, doit aussi pouvoir impliquer ses coéquipiers, tirer le meilleur d'eux-mêmes et leur permettre d'atteindre un niveau qu'ils n'auraient même jamais pu espérer dans d'autres conditions. Alors pour le moment, moi je suis d'accord quand j'entends qu'à ses côtés, Luka n'a toujours pas eu le joueur qui lui permettra d'aller au bout. Alors du coup là on pourrait se dire qu'est-ce qui fout le front office des Mavericks? Pourquoi il ne lui donne pas ce joueur? Mais une autre piste de réflexion pourrait laisser penser que c'est aussi à Luka d'arriver à créer ses coéquipiers justement, et à les rendre au maximum élite autour de lui. Alors peut-on reprocher à Doncic de ne pas assez impliquer ses potes? A priori, non. Un mec qui tourne à plus de 8 passes décisives par match depuis plus de 4 ans n'est par définition pas un joueur individualiste. Pourtant, j'ai quand même envie d'aller plus loin que ça, car match après match, ça se voit à Dallas. Malgré tout le talent à la création de Magic Luka, cette attaque, je l'ai déjà dit, reste beaucoup trop stagnante. On fout des shooters derrière la ligne, on va jouer le pick and roll de temps en temps, et à côté de ça, on regarde surtout Doncic jouer. Ça fait qu'encore une fois, il garde beaucoup la balle, et la plupart de ses passes sont là pour faire la différence, plus que pour faire circuler la gonfle. Il est ce genre de gars qui cherchera avant tout la passe décisive, souvent en fin de possession, quand justement les défenses seront trop refermées sur lui grâce à son talent de scoreur. Maintenant, quand on sait ça, et c'est tout à son honneur, je ne peux pas dire qu'il n'implique pas ses coéquipiers. Au contraire même, j'ai l'impression qu'il fait plutôt confiance à ses shooters, et que quand ils sont libres, il n'hésitera pas à leur filer la gonfle. Pour ça, il faut posséder une vraie vision de jeu, et un QI basket élevé, et je n'ai pas de doute, Luka a bien ça dans son bag. Le mec, de par son jeu, possède une gravité impressionnante et attire les défenseurs tel un aimant. Cet aspect libère forcément les shooters ou les cutters, et Luka saura les trouver, même en fin de match. Franchement, c'est déjà bien, c'est un moindre mal, et ça, ouf, ça rend au moins un petit peu l'attaque de Dallas moins prévisible par moment. Le Slovène est aussi un expert du pick and roll qui pourra faire sa passe pile au bon moment, pile dans le bon timing, pour délivrer le caviar parfait pour marquer un panier facile, c'est très fort. Donc oui, Luka implique les shooters, les cutters et les rollers sans aucun souci, pour qu'ils aillent finir tranquillement. Mais la question c'est, implique-t-il les autres créateurs? Eh bien ça, je n'en suis pas certain, et pour expliquer ça, on en revient toujours aux mêmes raisons, son absence de jeu off-ball. Quand il lâche la gonfle aux autres porteurs, Doncic ne les aide pas forcément à trouver des solutions, il les regarde faire à son tour. Puis ensuite, bien planté dans son spot, quand il les voit en difficulté, on le voit bien derrière la ligne, taper des mains et appeler la gonfle, pour à son tour essayer de faire quelque chose de cette action. C'est très schématique encore une fois comme illustration des choses, mais nous ne sommes pas loin de la vérité, c'est du chacun à son tour, et cette attaque de Dallas est vraiment beaucoup trop stéréotypée à mon goût. Donc oui, pour moi, la clé de son implication collective, elle se situe par ici. Je ne peux pas dire qu'il est un joueur individualiste, car en cherchant la passe décisive, il délègue au moins un peu à la finition, et même en fin de match. Ceci dit, impliquer ses coéquipiers, c'est aussi leur offrir des solutions quand eux ont la balle, et là-dessus, je trouve l'apport de Doncic proche du néant. Encore une fois, ça revient à ce que l'on disait plus tôt, Luka, maintenant, doit aussi apprendre à briller lorsqu'il n'a pas la balle pour faciliter la vie à ses potes. Sauf que pour ça, il faut aussi que ses potes sachent quoi faire du ballon. Toujours le même dilemme. Mais allez, stop de développer ces éléments, car je pense ou j'imagine que maintenant vous avez compris l'idée. Alors allons un petit peu plus loin et ajoutons que notre cher Luka possède son petit caractère également. Je sais que ces quelques haters ne supportent pas le fait qu'il soit bien souvent en train d'aboyer, que ce soit sur les arbitres ou même parfois sur ses coachs ou ses coéquipiers. Définitivement, il a une personnalité forte, et c'est ça aussi qui fait les grands joueurs et les leaders. Mais est-ce vraiment toujours compatible avec le fait de pouvoir tirer le meilleur parti de son équipe? Pas sûr. Avec des gars comme Porzingis par exemple, c'était flagrant, ça a parfois eu du mal à passer. La relation entre les deux hommes sur le terrain semblait compliquée, et en dehors aussi d'ailleurs. Pourtant, les qualités pour fitter avec Doncic, l'intérieur, au moins sur le papier, semblaient les posséder, en mixant un combo de taille, de shoot, de mobilité, mais aussi en étant performant sur pick and roll et sur pick and pop. Alors ok, l'état de santé du laiton ne l'a pas forcément aidé à être à son meilleur niveau à Dallas, mais ce qu'il fait actuellement avec les Wizards est en train de montrer à quel point il valait bien mieux que ce qu'il a pu montrer dans le Texas auprès du Slovène. Peut-être que Luka, que ce soit par son jeu ou pour son attitude, n'a pas non plus su en tirer sa quintessence à Porzingis. Là on peut le voir de temps en temps, quand Luka délègue à la création pour un de ses coéquipiers et qu'il se foire, il peut devenir totalement furieux contre lui. Sa frustration peut alors vite prendre le dessus contre le fautif, et je me rappelle récemment d'une avoinée qu'il a mise à Josh Green quand ce dernier a décidé de dribbler puis de faire la passe. Plutôt que de tirer, c'était marquant.
Après je comprends la déception, le côté compétiteur et tout ce qui va avec, mais je me dis qu'il y a sûrement quand même mieux comme méthode si tu veux mettre tes coéquipiers en confiance, notamment à la création. Après encore une fois, je ne veux pas être trop sévère et je veux bien mettre une partie de cette attitude sur le dos de la jeunesse. Il n'a que 23 ans, son talent est fou et souvent oui, on se dit qu'il aurait sûrement pu faire mieux que son pote. Vous connaissez le dicton, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Sauf que bon, encore une fois, le basket, ça se gagne à plusieurs, et peut-être qu'en mûrissant, en vieillissant et en prenant de l'XP, le Slovène devra apprendre à plus faire confiance à ses copains. Quel que soit leur niveau, il ne pourra jamais gagner sans eux, alors à lui aussi de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils soient en parfaite confiance avec eux-mêmes et leur faculté à jouer au basket. À lui peut-être aussi d'adopter une approche plus pédagogique et moins tyrannique lorsque ses teammates feront les mauvais choix. Bon, j'avoue, maintenant, ça fait quand même déjà beaucoup d'exigences pour un joueur si jeune, qui a seulement 23 ans, mais c'est aussi normal de fonctionner comme ça quand on voit son talent et jusqu'où il peut aller. On a juste envie qu'il devienne le joueur ultime, on a envie qu'il gagne aussi, et pour arriver à ça, tous les détails seront super importants. Le meilleur exemple pour moi pour illustrer peut se situer autour du début de carrière de Michael Jordan, qui a beaucoup perdu lui aussi, avec son tempérament extrême, et qui a fini par remporter 6 bagues. En début de carrière, tout comme Luka à l'arrière des Bulls, c'était un prodige, qui réalisait des stats pas loin d'être uniques en NBA. Dès sa 3e saison, il atteignait les 37 points de moyenne par match, tout en cochant également largement les colonnes rebond, passe, interception, et en shootant avec des pourcentages pas loin d'être exceptionnels vu la difficulté des tirs qu'il prenait. Le problème, c'est que sous la houlette de Doug Collins, le coach qui lui demandait exactement ça, absolument tout le jeu de l'équipe de Chicago passait par lui. Du coup c'est cool hein, ça remplit des feuilles de stats, ça offre des distinctions individuelles et même des trophées de MVP, mais en playoff ça ne va pas loin. Jordan a dû attendre sa 5e saison pour aller au-delà du 2e tour et sa 7e pour enfin accéder au final NBA. Alors qu'est-ce qui a changé dans son jeu pour le porter ensuite vers un tel succès? Eh bien pour moi, la réponse est simple, le coach Phil Jackson qui autour de lui a su développer un autre basket, plus porté vers le collectif et moins Michael Jordan dépendant. À mes yeux, le jeu offensif des Bulls des années 80 présentait à peu près les mêmes défauts que celui des Mavs actuellement, c'est-à-dire une attaque bien trop stagnante. Ça allait complètement à l'inverse des principes du Zen Master qui en tant que joueur des Knicks dans la grande époque des années 70 a toujours prôné la circulation du ballon et le jeu en mouvement. C'est ainsi qu'avec son assistant Tex Winter, vous connaissez l'histoire, il a créé une attaque moins prévisible, unique, l'attaque en triangle, qui permettait à MJ de moins porter la balle tout en rendant le jeu offensif de Chicago bien moins prévisible. Alors certes, les stats du numéro 23 en ont pris un petit coup dans l'aile, mais les Bulls se sont mis à gagner, et justement, c'est pas ça le but du basket? Je crois bien que si. Alors après c'est certain qu'il faut quand même un certain courage quand on est coach et qu'on possède un joueur du talent de Michael Jordan pour lui enlever le ballon des mains. Il faut aussi avoir un certain charisme pour pouvoir imposer sa volonté à un joueur qui possède une si forte personnalité. Et enfin il faut les bonnes pièces pour construire autour de ce joueur superstar, et clairement aujourd'hui c'est vrai, Luka Doncic n'a pas son Scottie Pippen. Mais en même temps Pippen serait-il devenu la légende qu'il est devenu aujourd'hui si Doug Collins était resté en tant que coach dans son attaque qui ne l'impliquait pas assez? Pas sûr. Peut-être qu'en pratiquant un autre basket, Jason Kidd arriverait à trouver des pièces de valeur dans l'effectif qui seraient responsabilités et s'épanouiraient dans leur rôle plutôt que de demander seulement à ses joueurs de prendre des shoots de loin et de jouer le pick and roll. Après c'est vrai, si on est honnête, il est limité aussi pour faire ça, et dans le roster des Mavs, je ne vois personne du talent de Scottie Pippen. Mais qui sait, en faisant en sorte que tout le monde soit impliqué au shoot, mais aussi à la création, le tacticien pourrait potentiellement avoir de bonnes surprises. Un Josh Green par exemple, qui a 22 ans, j'ai l'impression qu'il ne demande qu'à exploser, mais ça il n'y arrivera pas si on ne lui demande que de shooter de loin. Pour moi, la transformation de Michael Jordan sous Phil Jackson doit être un exemple à suivre pour Jason Kidd et Luka Doncic. Mais cette transformation, elle ne se fera pas sans les bonnes pièces autour, et sans une vraie adhésion à un nouveau système, toujours le même souci. De plus, cette transformation, MJ ne l'a connue qu'à 26 ans, quand Luka n'en a que 23 pour le moment, et malgré toute son expérience, il a le temps. Donc pour faire le bilan, oui, je pense que les Mavs ne pourront pas gagner s'ils gardent le système offensif actuel. Pour ça, oui, j'aimerais que Doncic joue davantage off-ball, j'aimerais qu'il puisse faire davantage confiance à ses potes à la création, et surtout, j'aimerais beaucoup plus de mouvement dans cette attaque, et ça doit partir de lui. Sauf que je suis bien conscient du fait que c'est facile à dire comme ça, mais beaucoup plus compliqué à mettre en place. Kidd a-t-il vraiment envie d'enlever la balle à Doncic? Doncic a-t-il vraiment envie de moins la porter? Autour de lui, y a-t-il suffisamment de bons éléments pour le relayer? Eh bien pour le moment, à ces 3 questions, j'ai plutôt tendance à vouloir répondre par la négative. Le talent de Luka, quelle que soit la façon dont il sera utilisé, quels que soient ses coéquipiers, permettra je pense toujours à Dallas d'au moins espérer faire de bonnes choses en playoff. Mais pour gagner un titre, à mon sens, il faudra commencer à réellement développer un collectif autour de lui. On le sait, le Slovène est un compétiteur, et bien sûr que gagner est beaucoup plus important pour lui que de faire des stats. Des finales de conférence, bien sûr, à terme ne lui suffiront pas, et un bilan négatif, comme c'est le cas en ce moment à Dallas, encore moins, ce sont des bagues qu'il lui faut.
Maintenant, peut-être qu'il faudra qu'il trouve quelqu'un, un mentor, qui saura lui faire comprendre comment faire évoluer son jeu de la meilleure des façons. J'arrive à capter que pour le moment ce soit difficile à entendre pour lui tellement il est bon balle en main. Moi aussi, perso, j'aurais autant de talent, j'aurais du mal à déléguer, surtout si j'ai l'impression que mes coéquipiers vont faire moins bien que moi. Mais gagner des titres, c'est aussi faire des sacrifices, et si Jason Kidd n'arrive pas à utiliser Doncic différemment, ou n'arrive pas à lui faire entendre ça, peut-être qu'il faudra envisager un changement d'entraîneur. Aujourd'hui, même avec le meilleur joueur du monde aux manettes, le Hero Ball a ses limites, et c'est aussi le travail du coach de réussir à placer au bon endroit le curseur, entre individualité et mouvement du ballon. C'est aussi le rôle du GM de trouver les bonnes pièces pour pratiquer un basket collectif où le danger doit venir de partout. En d'autres termes, il y a du boulot. Donc pour conclure, oui, je pense que malgré tout son talent, dans les années à venir, Luka Doncic devra faire évoluer son jeu, au moins partiellement, en jouant davantage off-ball et en déléguant plus à la création. Cependant, je reste également persuadé que sans un coach qui aura les guts de l'utiliser autrement et qui responsabilisera volontairement les autres, ce sera très compliqué ça. À Kidd de faire le taf désormais, et à Doncic d'accepter un tel changement, même si ça peut prendre du temps. L'âge et la maturité pourront faire leur œuvre aussi, et si Cuban trouve les pièces adéquates pour l'entourer, ces changements pourraient venir de lui-même. Ceci dit, à seulement 23 ans, on ne peut pas non plus tout lui demander tout de suite, alors soyons patients. Donc même si je ne sais pas quand ces adaptations qui me semblent nécessaires viendront, je reste optimiste vu l'âge du bonhomme, et je me dis que peut-être tout finira par se faire naturellement. Maintenant, il faudra aussi réussir à créer le bon contexte autour de ça. Avoir le désir de changer son jeu, c'est une chose, réunir les conditions adéquates pour que ça se passe du mieux possible, c'en est une autre. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tous les éléments, qu'ils viennent de Luka ou pas, soient réunis à Dallas, et à terme, ce sera primordial, je pense, de corriger ça. Si tout ça, ça ne se fait pas, et que Dallas ne gagne pas, j'ai bien peur qu'en fin de carrière, on se rappelle de Luka essentiellement comme un génie, mais un génie trop soliste, ou trop mal entouré, et ça, avouons que ce serait vraiment dommage vu le talent qu'il possède. Voilà pour ce qui est de Luka Doncic et de son jeu, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Pas du tout? Pensez-vous que Luka doit faire évoluer son jeu en déléguant plus, ou en jouant plus off-ball, ou au contraire, pensez-vous qu'il faut qu'il capitalise au maximum sur son énorme talent individuel? Franchement, je peux comprendre qu'il y ait de bons arguments pour les deux, donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse toujours de connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, je vous l'ai déjà dit, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo sur Luka, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Allez là franchement j'y crois, je me dis que c'est le moment de relancer la chaîne avec les Christmas Games qui arrivent, donc si vous voulez participer à ça et rejoindre cette team en or qui me soutient depuis très longtemps, tout sera dans la description. A très vite.